Bienvenue à Cancer de la prostate sans tabou, un balado produit par Procure dans le but d'aider, de soutenir et d'informer les hommes à risque, les personnes nouvellement diagnostiquées, les survivants et leurs familles. Le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez l'homme. C'est aussi la troisième cause de mortalité et au Québec seulement, 12 hommes par jour en reçoivent un diagnostic. Pourtant, c'est encore un sujet tabou pour plusieurs. Les balados Procure se veulent des discussions franches et transparentes avec patients, accompagnateurs, médecins, chacun avec leurs histoires personnelles et leurs expériences face à la maladie. Nous espérons que cet outil répondra à des questions que vous n'avez peut-être pas osé poser et surtout vous permettra de voir que vous n'êtes pas seul. Nous vous rappelons que Procure offre un service de soutien téléphonique et en ligne 7 jours sur 7 avec des infirmières spécialisées en uro-oncologie pour répondre à vos questions et vos inquiétudes. Nous sommes là pour vous et vos proches. Contactez-nous. Bonjour à tous et bienvenue à Cancer de la prostate sans tabou, notre série de balados qui, j'espère, répondra à certaines de vos questions ou préoccupations. Je suis Marie-Christine Beauchemin, votre hôte de Procure. Le thème d'aujourd'hui, les tests, l'imagerie et les biomarqueurs pour le cancer de la prostate, est particulièrement intéressant car il existe diverses méthodes pour surveiller cette maladie avant, pendant ou après un traitement. C'est pourquoi, sans plus attendre, je souhaite la bienvenue à notre invité, le Dr Daniel Lowenstein, chirurgien uro-oncologue à l'hôpital Charlemagne. Bienvenue et merci, Dr Lowenstein, d'avoir accepté notre invitation à participer à ce balado. Merci. On va commencer avec les biomarqueurs. On va essayer de comprendre c'est quoi un biomarqueur. Donc, ma première question est, que sont les biomarqueurs? Biomarqueur, c'est juste un mot simplement qui dit que c'est un test laboratoire, dans le fond, soit en regardant le sang ou soit l'urine, ça peut être même dans la salive pour évaluer ou mesurer le niveau, la concentration d'un produit. Ça peut être une protéine, ça peut être une molécule. Dans le cancer de la prostate, c'est surtout le PSA, mais ça peut être n'importe quelle molécule, dans le fond, dans le corps pour plusieurs types de maladies. D'accord. Donc, les biomarqueurs spécifiques les plus pertinents pour le dépistage et la prise en charge du cancer de la prostate, si je comprends bien, c'est l'APS. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Il y en a d'autres. Il y en avait des autres dans le passé. Au Canada, avant, on avait le PCA3, qui était un test dans l'urine qui venait du Québec, qui ne regardait pas nécessairement si tu avais un cancer de prostate, mais surtout si tu en avais une, est-ce que ça valait la peine de faire une deuxième biopsie? Si ton PSA était entre 4 et 10, est-ce que ça valait la peine de faire une suivi? C'est plus utilisé maintenant depuis à peu près 10 ans. L'autre également, c'est le APS Lib. Il y avait une notion dans le temps, il y a aussi à peu près 10 ans, que si l'APS Lib était plus bas, il y avait plus de chances d'avoir le cancer. C'est de moins en moins utilisé au Canada. Surtout le seul au Canada maintenant qu'on s'en sert, c'est le PSA. Puis c'est tout. Aux États-Unis, il y a quelques autres biomarqueurs, en guillemets. Il y en a le Oncotype 17, qui est un genre de dépistage des gènes qui peut causer le cancer de prostate. Il y a également le 4K, de 4K Score, qui est un genre de test un biomarqueur pour regarder le PSA Lib, le PSA complète, puis également un autre qui s'appelle le calacrine. Puis finalement, je pense qu'il y en a un autre aussi aux États-Unis qui s'appelle le PHI-Score, qui est un genre de combinaison de le PSA Lib, le PSA, ainsi qu'une affaire qui s'appelle le 2 pré-PSA. Tous ces tests-là, c'est des tests commerciaux aux États-Unis qui ne sont pas vraiment disponibles au Canada. Des fois, on va utiliser rarement pour mieux évaluer le risque d'avoir un cancer chez certaines personnes, mais surtout vraiment, depuis quelques années, c'est le APS ou le PSA qui est utilisé au Canada. OK. Alors, quels sont les principaux tests de dépistage utilisés justement pour détecter le cancer de la prostate, puis comment fonctionnent ces tests-là? Dans le fond, test de dépistage, c'est sûr que des médecins de famille, ça change de quelques années, mais maintenant, depuis quelques années, on a recommencé à refaire le dépistage au Canada. Puis les deux tests, c'est de faire un examen rectal et de faire une RPS ou une PSA dans le sang. Il y a beaucoup de médecins de famille qui peut-être sont pas à l'aise parce qu'ils ne font pas beaucoup des examens rectal qu'ils ne font pas. Mais surtout, ils vont faire au moins un RPS au moins une fois par année.
Puis nous, en sous-genre des urologues du Canada, basé sur les études, quand on commence à 50 ans chez des patients blancs, patients noirs ou patients avec une histoire familiale, c'est mieux de commencer à 45 ans, juste basé sur le risque élevé d'avoir un cancer plus tôt et plus agressif. Donc, si je comprends bien, à partir du moment qu'un médecin de famille ou plusieurs médecins de famille ne font plus le toucher rectal, le patient ou la personne comme telle qui va avoir un dépistage ne devrait peut-être pas s'inquiéter pour autant, là. Je pense pas. C'est sûr que nous, en fait, pourquoi? Il y en a des études clairement qui disent que le toucher rectal est, pas sensible ni spécifique pour des cancers. Ça veut dire que ça ne va pas trouver tous les cancers. Puis même quand tu penses qu'il y a une bosse, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un cancer. Par contre, pour nous, il y a quand même une utilisation importante dans le sens que si on a un patient avec un cancer, puis on pense que le patient mérite un traitement, quand on fait notre toucher, pensant que la prostate est dure, puis vraiment fixe, mais ça, c'est un des signes qu'on ne va pas faire une prostatectomie. Puis également, il y a quelques cancers rares, autour de 1 à 3 qui ne produisent pas de PSA. C'est des cancers qui ne sont pas des adénocarcinomes, dans lesquels on ne peut pas dépister par le PSA. Mais par contre, c'est pas nécessaire de faire ça pour la médecine de famille. Depuis quelques années, ça a été démontré que ça ne change pas le dépistage, dans le fond. D'accord. Quelques questions, là, justement, concernant le test de l'APS. Est-ce que les taux d'APS peuvent varier d'un laboratoire à l'autre? On se fait souvent poser la question par nos patients. Ouais, c'est sûr que oui, ça peut varier. Avant, ça variait un peu plus entre labo et labo. Il y a quelques méthodes. Avant, il y avait quelques méthodes différentes. Dans le fond, le test pour faire évaluer le niveau de PSA, c'est fait par une compagnie commerciale. Puis il y a quelques compagnies, il y a Roche, il y a une compagnie qui s'appelle Coulter, il y a une autre qui s'appelle, l'original s'appelle Hybrid Tech. Puis c'est tous des tests qui étaient disponibles de façon commerciale. Maintenant, en 2023, depuis quelques années, maintenant, sont presque toutes plus ou moins pareils vis-à-vis la sensibilité et la spécificité. Par contre, il y a toujours des changements entre labo et pur. Puis on suggère aux patients qu'ensuite, pour un APS, le mieux, c'est de faire dans le même labo pour être certain qu'il y a une valeur qui est fiable. Parce que des fois, ça peut être fait dans un labo, mettons à Montréal, puis un autre aux États-Unis, parce que le patient est en Floride puis l'hiver. Puis ça se peut que la façon de faire le test est différente. Donc, les valeurs ne peuvent pas être comparées de façon réelle. Mais conjointement, justement, avec les laboratoires, est-ce que, parce qu'on reçoit cette question-là, est-ce que le test de l'APS devrait être effectué au même moment de la journée, tout le temps? Non, pas du tout. Non. Non, c'est pas changé par l'heure. C'est pas comme il y a quelques labos, évidemment, le testostérone, ça pique le matin à 8 heures, cortisol aussi, mais le PSA, il n'y a pas de variation pendant la journée, pas du tout. Il y a quelques affaires qu'on dit aux patients, c'est qu'on dit de ne pas faire des relations sexuelles pour entre 2 et 48 heures avant, parce que ça peut changer le niveau. Également, il y a peut-être quelques activités comme faire beaucoup de vélo. Ça peut bouger un peu le PSA autour de 0,5, mais le temps de la journée, ça ne change pas la valeur. Est-ce que les niveaux de l'APS peuvent être plus élevés sans raison particulière ou en raison, justement, d'un problème avec la prostate? Oui, c'est sûr. I mean, des causes pour le PSA qui est élevé, c'est le cancer, mais ça peut être aussi une infection. Un patient qui se pointe à l'urgence avec une infection urinaire, qui fait la fièvre, le PSA va monter. Puis c'est surtout pas ce temps-là de demander une PSA parce qu'il va augmenter. Puis là, tu as une fausse élévation, puis il faut évaluer ou il faut gérer ça. Également, comme je vous avais dit, le vélo longtemps, puis également les relations sexuelles peuvent monter, pas autant ça, mais un peu quelques points, le PSA. Puis finalement, des patients qui ont des prostates qui sont augmentées en volume, ce qu'on appelle le HBP. Le PSA devrait monter en fonction de la grosseur. Donc, un patient qui a une prostate à 20 cc, mettons, va avoir un PSA qui est plus bas qu'un patient qui a une prostate à 100 cc. D'accord. Depuis la pandémie, est-ce que vous avez observé une augmentation des cas de cancer avancé de la prostate au moment du diagnostic? Honnêtement, je pense, c'est sûr que lors de la pandémie, il y avait beaucoup moins de dépistage, il n'y avait pas de temps de faire ça. Puis je crois que le nombre de cas de cancer total a baissé beaucoup lors de la pandémie.
Par contre, le nombre de cas métastatiques ou ce qu'on dit avancés était plus ou moins stable lors de la pandémie parce que ça, c'est des patients qui se pointent sans dépistage. Là, post-pandémie, depuis 1 an, est-ce qu'il y a plus de cas plus avancés? Honnêtement, j'ai pas vu ça. D'accord. Ouais. Alors, si on revient juste aux hommes qui devraient absolument subir un dépistage, Ouais, on a dit que les hommes qui avaient des facteurs de risque, oui, donc les hommes noirs, ceux qui ont une histoire familiale de cancer, devraient en discuter avec leur médecin à partir de 45 ans. ouais. Sinon, à partir de 50 ans, ils devraient amorcer cette discussion-là avec leur médecin. Oui, l'autre affaire qui est importante, qui est quelque chose de nouveau depuis quelques années, mais des hommes qui a quelqu'un dans la famille, sœur ou une mère qui a un cancer de sein, puis si cette patiente a été dépistée pour les gènes, le BRCA1 ou BRCA2, surtout pour le cancer du sein, c'est le BRCA1 qui donne le risque, mais des gens qui sont BRCA2 positifs, puis ils donnent ça à leur fils. Ça augmente, l'incidence de cancer chez les hommes, puis ça augmente également beaucoup si quelqu'un a un cancer, ça devient plus agressif. Donc, si tu es au courant que, mettons, pour une raison X, que tu as une test génétique, puis tu es BRCA2 positif, c'est sûr qu'en sous-genre aussi, de commencer un dépistage à 45 ans. Ça, c'est surtout utilisé dans le sens que quand un patient avec un cancer de la prostate qui n'est pas agressif, puis on veut prendre une décision, est-ce qu'on devrait suivre le patient ou soit faire un traitement définitif. Un patient qui est BRCA2 positif dans le contexte d'un cancer de prostate pas avancé, mais des fois, on va suggérer un traitement étant donné que le risque de progression est nettement élevé. D'accord? J'aimerais ça qu'on parle des techniques donc d'imagerie pour le cancer de la prostate, mais également qu'on puisse parler de la biopsie. Ma première question, c'est les tests d'imagerie comme l'IRM peuvent-ils confirmer la présence d'un cancer de la prostate sans biopsie? Question sans biopsie. Si on fait un IRM, c'est vraiment changé notre façon d'évaluer le cancer de la prostate, mais un IRM en 2023 qui est bien lu, c'est ça l'important. C'est sûr que aussi, c'est la machine qui compte. Alors, on veut une machine d'une certaine puissance, une certaine performance. Il y a quelques hôpitaux qui n'ont pas changé leur machine depuis quelques années. Puis quand la machine n'est pas assez puissante, la résolution de la machine n'est pas assez haut pour faire un IRM. Mais si tu es capable de faire un IRM et si c'est bien lu dans un centre ou par un radiologue qui voit beaucoup, mais on peut en général éliminer autour de 90% des cancers. Ça veut dire que la valeur prédictive négative d'un MRI ou d'un IRM qui est négative est autour de 92%. Ça, on peut dire à un patient, mettons que tu as une PSA à 5, puis tu fais un IRM, on est capable de leur rassurer avec une certitude autour de 90-92% qu'il n'y a pas un cancer qui mérite un traitement. Puis quand on fait les IRM, il y a un genre de système de classification qui s'appelle le PI-RADS, le système PI-RADS. Puis ça, c'est un système basé par des radiologues aux États-Unis. Et dans le fond, quand quelqu'un a une PI-RADS 4 ou une PI-RADS 5, à ce point-là, on suggère une biopsie. Pourquoi? Parce que si tu as une lésion qui est visible en résonance qui est PI-RADS 4, bien là, tu as risque d'avoir un cancer qui nécessite un traitement sur autour de 60%. Puis si tu as une maladie ou une tumeur visible au IRM de PI-RADS 5, mais ça, tu as risque d'avoir une tumeur sur autour de 80%. Donc, ça nous aide beaucoup. Puis surtout, ce qu'il fait, il y a deux avantages d'IRM par rapport à juste faire une biopsie, qui maintenant, c'est rendu notre standard of care, notre étalon d'or. C'est on peut éliminer des raisons de faire des biopsies. Ça réduit le nombre de biopsies autour de 25 à 40%. La valeur de ça, c'est qu'une biopsie, 1, ça fait mal. 2, il y a des risques d'infection. Puis 3, il y a un risque de saignement. Ça élimine ces facteurs. Mais ce qui est même plus intéressant, c'est que avant, quand on faisait nos biopsies, c'était qu'on a divisé la prostate dans 6 endroits, puis on a pris 2 échantillons de chaque endroit. Donc, on a fait 12 biopsies. L'affaire, c'était que c'est un peu aveugle, c'est un peu ce qu'on dit random, mais maintenant, on peut faire une IRM. On peut dire, écoute, on voit une lésion, c'est 1 cm, mettons, c'est l'apex gauche antérieur. Puis là, quand on va faire notre biopsie, on va cibler cette lésion directement avec notre machine de biopsie.
puis on est certaine d'avoir une biopsie vraiment de l'endroit de la tumeur visible, pas juste la prostate en général. Puis on a augmenté beaucoup notre incidence de cancer haut de grade ou des tumeurs qui nécessitent un traitement avec résonance magnétique depuis les dernières 5 à 7 ans. À ce moment-là, est-ce que vous faites une combinaison de biopsies ciblées Oui. et une biopsie à l'aveugle en même temps au cas où? Oui, ça, dans le fond, le standard maintenant, c'est chez un patient qui n'a pas eu une biopsie avant, le mieux, c'est de faire des échantillons directement, comme vous dites, dans la lésion, autour de 4 biopsies là-dedans. Et en plus de ça, les 12 biopsies standards. Si quelqu'un a déjà eu, mettons, une biopsie il y a quelques années, puis là, on va en résonance qu'il y a une lésion, si le patient a déjà eu la biopsie systématique ou en guillemets random, là, on va juste faire la biopsie ciblée dans la lésion qui est visible en résonance magnétique. Très bien. Puis, est-ce que la prostate se régénère après une biopsie ou bien est-ce que finalement, la biopsie là, cause des petits trous, là, puis qu'elle se retrouve pleine de petits trous? Je sais que c'est un petit peu cocasse comme question, mais les patients nous posent la question à savoir si leur prostate, effectivement, se retrouve perforée, là. Mais c'est sûr qu'on met une aiguille, mais la prostate, c'est un organe solide. Alors, quand on fait une biopsie dans un organe solide, mettons comme une prostate, comme le foie, comme l'os, il n'y a aucun danger dans guillemets seeding, mettons, d'une tumeur parce que c'est une lésion solide. Puis, ce morceau rentre dans l'aiguille directement. Puis, le trou qui est là va juste fermer dans le sens que les cellules, puis le tissu autour va le comprimer par la suite en bas de 24 heures. Puis oui, le prostate, c'est pas nécessairement que ça régénère, mais le prostate est en croissance à vie. Ça commence avec la poussée de testostérone autour de 12 ans, 13 ans, puis ça continue à vie parce que il y a des récepteurs au niveau de la prostate qui fait affaire avec le testostérone. Puis cette liaison est là à vie. Donc, une prostate chez un gars qui a, mettons, 40 ans de 30 cc, mais mettons à 60, ça peut doubler parce qu'il y a toujours une croissance des cellules dans la prostate. OK. Puis une autre question mythe qu'on reçoit souvent sur notre ligne de la part des patients, c'est est-ce qu'il y a des risques de propagation de cellules cancéreuses ou tissus environnants lors d'une biopsie ou de biopsie répétée? Non, pas. Il y en a des risques de seeding ou cette propagation avec une biopsie de certains types de lésions, mettons dans une surrénale ou si on fait une biopsie dans une lésion d'une tumeur du bassinet du rein, parce que c'est des tumeurs qui sont vraiment mous. On dit mushy, mais une tumeur de prostate, comme la plupart des tumeurs, peut-être 95% des lésions solides dans le corps humain, sont des lésions solides, puis il n'y a aucun risque de propagation des lésions en travers la trajectoire de la ligne de biopsie. Vous avez des questions, des préoccupations, des inquiétudes? Contactez-nous 7 jours sur 7 au 1-855-899-2873 pour discuter de façon confidentielle avec une de nos infirmières spécialisées en uro-oncologie qui prendra le temps de vous écouter et de vous fournir des réponses éclairées. L'équipe de soutien Procure est là pour vous. Quelles sont les techniques d'imagerie qui sont disponibles et comment elles contribuent à la stadification et au suivi de la maladie? On a parlé, là, évidemment, de la biopsie, on a parlé de l'IRM, mais justement, pour établir un stade puis le suivi post-traitement, je fais ici surtout référence à l'IRM, le scan abdominal et pelvien ou scintigraphie osseuse. Comment elles fonctionnent, puis... Dans le fond, on a déjà parlé de résonance magnétique, on peut parler un peu plus de ça, mais dans le fond, mettons que pour nous, dans le fond, presque tous nos patients maintenant passent une résonance magnétique parce qu'on fait ça avant de faire une biopsie, à moins qu'il y ait une raison de ne pas le faire. Alors, la résonance nous dit, il y a une tumeur ou pas, mais des autres renseignements, on veut savoir est-ce que les vésicules séminales sont atteintes. Si les vésicules séminales sont atteintes, mais des fois, ça rend la radiothérapie pas possible parce qu'eux ne peuvent pas mettre les vésicules séminales dans le champ de radiothérapie. Également, des fois, ça va parler des ganglions, mais ce n'est pas le meilleur test pour les ganglions. Les autres affaires peuvent nous dire si les nerfs sont atteints. Donc, il y a les nerfs érectiles à côté de la prostate, la paroi postérieure. Puis, la résonance magnétique est capable de nous dire avec une certaine certitude, pas 100%, mais autour de 60%,
si les nerfs sont atteints. Puis évidemment, si on va en résonance qu'un nerf est atteint, mais c'est sûr que ce côté, on ne va pas essayer de sauver le nerf, on va aller de faire une résection large sur notre chirurgie. Également, avec la résonance, elle est capable de nous dire s'il pense que la maladie, c'est à l'extérieur de la prostate, alors PT3. Ça ne change pas notre décision, nous, de faire une chirurgie, mais par contre, des fois, ça donne une meilleure idée de la maladie aux gens qui vont faire de la radiothérapie. Ça, c'est la résonance magnétique pour le staging. Donc, ça nous dit, dans le fond, est-ce que c'est PT2 dans la prostate ou PT3 à l'extérieur de la prostate? Puis ça peut parler aussi des ganglions, donc node ganglion positif ou pas. Pour le prochain test standard, c'est le scan. Donc, on va faire un scan abdominaux-pelvien, puis des fois avec le poumon aussi. Puis ça, c'est pour voir deux affaires. Un, est-ce qu'il y a des ganglions ou pas dans le pelvis? Et puis si oui, c'est quoi la hauteur des ganglions? Si c'est dans le pelvis, on appelle ça une maladie localement avancée. Si c'est des ganglions qui montent au-delà de pelvis dans le rétropéritoine ou dans l'abdomen, mais ça, c'est techniquement métastatique, ça change le traitement, le pronostic. Puis finalement, sur le scanner, on va voir également ce que l'os s'est touché. Donc, c'est sûr que la scintigraphie osseuse est plus sensible, mais si tu as des lésions assez nombreuses, puis des lésions assez approfondies, on va les voir avec notre scan sur le scan standard. L'autre test qu'on fait chez des gens, c'est la scintigraphie osseuse. Ça, c'est seulement pour voir s'il y a des métastases osseuses. Nous, en urologie, quand est-ce qu'on va faire ces tests-là? Standard of care, le talon d'or, en radiothérapie, radio-oncologie, ils font des tests toujours pour tous les patients. Nous, on est beaucoup plus judicieux avec la demande des tests. Pourquoi? Parce que le chance d'avoir des métastases avec une maladie qui est bas risque ou moyen risque, ce qu'on dit favorable, est dans le fond presque impossible. Donc, on ne va pas demander des tests. Mettons, si un patient a une PSA au-delà de 20, là, on va demander une scintigraphie osseuse. Si le PSA est en bas de 20, on ne demande pas. Si on a une patiente qui est glycine 8 ou plus haut, ce qu'on appelle glycine group 4, maintenant, on va demander une scintigraphie osseuse. Puis également pour le scan, quand est-ce qu'on va demander? S'il y en a une glycine 8 ou plus, s'il y en a une PSA 20 et plus, si on pense que la maladie est cliniquement T3, donc à l'extérieur de la prostate et plus sur notre chair rectale, on va en demander. Mais également, quand est-ce qu'on demande un scan dans le contexte de chirurgie? Le standard, c'est de demander si tu penses que le risque d'avoir des ganglions est plus que 10 %. Comment on peut savoir? On peut calculer le risque vis-à-vis ce qu'on appelle un nomogramme ou une calculatrice basée sur le PSA, le stade ou le chair rectal, puis le glycine est capable d'avoir une idée de le risque d'implication ganglionnaire. Puis si c'est plus que 10 %, là, on va demander un scan préopératoire. Puis finalement, il y a un nouveau test qui est plus ou moins disponible. C'est quand même plus disponible au Québec qu'ailleurs au Canada, mais c'est techniquement expérimental. On a le test qui s'appelle le PET-PSMA, qui est un genre de test en médecine nucléaire, quand on va aller voir s'il y a de cancer ailleurs dans le corps. C'est plus sensible que le scan et la scintigraphie osseuse. Par contre, c'est pas très disponible, c'est techniquement expérimental, alors c'est toujours en travers un genre de protocole de recherche qui est demandé. Puis on est chanceux d'avoir au Canada quelques centres qui offrent ce service, tandis que c'est presque pas disponible ailleurs au Canada. Il y a des recherches très fortes en médecine nucléaire, en PSMA au Québec, au CHUM et également à Québec qui nous amène cette technologie qui est comme expérimentale pour le moment, mais qui peut nous aider à prendre des décisions quand même. Est-ce que cette TEP-là, justement, la TEP PSMA, est-ce qu'elle est utilisée dans le cadre d'une récidive ou strictement lorsqu'on est en présence d'un cancer métastasé ou qui a progressé vers des métastases? C'est pas encore clair dans le sens que quand est-ce qu'on devrait utiliser. Il n'y a pas des guidelines standards pour ça, étant donné que c'est même pas techniquement standard. Par contre, quand est-ce qu'on s'en sert? Personnellement, je m'en sers pour des récidives. Alors,
mettons que tu fais une prostatectomie ou tu fais donner une radiothérapie pour un cancer de prostate, puis là, une récidive basée sur le PSA qui augmente. Avant, le standard était de regarder quand est-ce que tu as une récidive, est-ce que c'était tôt ou tard, puis c'est quoi le temps de dédoublement. Ça veut dire que est-ce que le PSA monte rapidement ou lentement. Si tu avais une récidive lente et tardive avant, c'est dit que c'était probablement local, puis on a traité localement. Par contre, si on avait une récidive très rapide, puis qui est montée rapidement, on avait dit avant que c'est probablement métastatique. Maintenant, avec une PET PSMA, chez des gens qui ont une récidive, on est capable de savoir, un, est-ce qu'il y a une récidive visible? Puis deux, est-ce qu'elle est locale vis-à-vis le prostate ou dans l'endroit de la lie prostatique dans lequel le patient a une prostatectomie? Pourquoi c'est intéressant? Parce que avant, quand quelqu'un faisait une récidive post-traitement définitive, on a donné des hormones, puis le patient était condamné aux hormones à vie dans le fond. Par contre, maintenant, on est capable des fois d'attendre, de voir quand le PSA monte avec un test de PET PSMA où est la maladie. So, mettons que tu as un patient avec un cancer de prostate, qui a une chirurgie de prostate, puis là, on fait une PET PSMA, puis on voit de la maladie seulement dans une ganglion dans le pelvis. Mais ce patient, on peut irradier cette ganglion localement, puis on peut essayer d'éviter de donner des hormones à vie, puis également de donner des autres manipulateurs hormonaux qui sont plus forts, avec plus d'effets secondaires à vie. C'est ça le bénéfice chez ces patients. L'autre indication, on a dit tantôt, c'est dans le staging initial, donc un patient qui a une maladie haut risque, PSA plus que 20, probablement une clinique T3 switché rectal ou une glycine 8T+, mais on peut faire une PET PSMA pour voir s'ils sont métastatiques, parce que ça peut changer le traitement. Oui. Effectivement. J'aimerais qu'on parle de la surveillance de la progression de la maladie. Puis j'aimerais revenir au test de l'APS. Ma première question, c'est est-ce que le test de l'APS est effectué de la même manière après le traitement? Puis, comment l'APS est-il utilisé pour surveiller la progression du cancer de la prostate et de la réponse au traitement? Ça, dans le fond, le PSA avant une chirurgie ou une radiothérapie, c'est une bonne test, mais c'est pas un test qui est excellent parce qu'il y a des fausses positives, infections, inflammation, grosse prostate. Par contre, après un traitement définitif, le PSA est nettement meilleur. Pourquoi? Parce que si tu as une PSA qui monte après traitement définitif, c'est sûr qu'il y a une récidive à 100%. C'est quoi les seuils de récidive? C'est sûr que ça change aux quelques années, basé sur des études différentes, mais présentement, ce qu'on fait quand on fait une chirurgie de la prostate, on fait notre chirurgie, on les voit 8 semaines plus tard, mettons, puis on fait une PSA 4 à 6 semaines post-op. On veut idéalement que le PSA soit 0 ou non détectable. C'est sûr qu'on peut accepter jusqu'à 0.1. Puis s'il y a un patient avec une PSA en bas de 0.1, puis idéalement non détectable, qui ne bouge pas, avec notre suivi de PSA aux 3-4 mois pour 2 ans, c'est sûr qu'il n'y a pas une récidive. So, il y a comme une genre de protocole pour ces patients-là. On les voit aux 4 mois pour 2 ans, on les voit par la suite aux 6 mois pour un autre 3 ans. Puis entre 5 et 10 ans, on les voit une fois par année avec PSA. C'est le même test exactement, puis c'est fait de la même façon. Post-radiothérapie, c'est un peu différent. Les autres également vont demander le PSA aux 3-4 mois après leur traitement. Par contre, la définition de récidive post-radiothérapie est un peu différente. Ça s'appelle le Phoenix Criteria. Puis dans le fond, un patient qui a une PSA, mettons que tu as une PSA à 6, tu reçois ton radiothérapie, puis ça baisse à 0.5. Mais déjà, 0.5 est plus haut que notre définition pour post-chirurgie qui était 0.1. Donc, on ne peut pas dire que c'est une récidive. Donc, la définition de récidive post-radiothérapie est 2 points au-delà de le nadir de la PSA. So, mettons que c'était 0.5 post-traitement. Si tu as une PSA qui a 2.5 puis augmente, ça, c'est par définition une récidive. OK, je comprends. Pourquoi certains patients sont-ils testés pour leur niveau de testostérone en même temps que leur test de l'APS? Parce que quand on a un patient qui a une maladie avancée ou une maladie métastatique et un patient dans lequel reçoit un traitement hormonal, dont un LH, RH ou agoniste ou soit un antagoniste, ces patients-là, on veut que le testostérone soit, en guillemets, bloqué.
Si on veut des niveaux, en guillemets, castrés de testostérone. Pourquoi? Parce qu'on veut que le testostérone qui est produit par le testicule ne forme pas. Puis à ce temps-là, il n'y a pas d'initiation de cancer parce que le cancer de la prostate a besoin de testostérone pour la croissance. Alors, si tu as une patient avec une maladie avancée ou une maladie métastatique et le testostérone est bloqué, mais là, on sait que la maladie est sous contrôle, au moins vis-à-vis le contrôle de testostérone. Très bien. Est-ce qu'il y a un moment où le test de l'APS n'est plus pertinent pour les patients traités pour un cancer avancé de la prostate? Alors, les résultats, en fait, on ne l'utilise plus, là. C'est sûr que il y a quelques patients, on a parlé tantôt, il y a quand même quelques pourcentages des cancers qui ne produisent pas de PSA. Donc, dans certains cas, mettons que tu as un cancer prostate qui est métastatique ou avancé, puis on va les suivre. Il ne faut pas juste suivre le PSA parce que des fois, le PSA ne monte pas, mais par contre, il y a des changements, progression de cancer avec la clinique. La clinique, ça veut dire que le patient a la douleur ou un autre symptôme. Puis également, des fois, tu peux avoir une PSA qui est stable, mais qui a une progression radiologique au niveau de la scintigraphie osseuse ou le scan. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelques cancers qui commencent comme un adénocarcinome, mais qui deviennent une maladie neuroendocrine. Puis quand c'est neuroendocrine, ces cancers sont agressifs, ils changent rapidement, mais ils ne produisent pas de PSA. Ça ne veut pas dire qu'on devrait arrêter à faire, mais il faut juste garder en tête qu'on ne peut pas juste faire le PSA. Il faut faire aussi des autres tests aux quelques mois, mettons 6 mois, pour être certain qu'il n'y a pas des changements qui ont été échappés par le PSA. J'ai une dernière question pour vous. Où recommandez-vous aux patients de trouver des réponses à leurs questions entre 2 rendez-vous médicaux ou entre 2 traitements? C'est sûr que souvent, des patients ne vont pas rappeler de toutes leurs questions lors d'une rencontre avec un médecin. Nous, on leur suggère, des fois, elle peut nous envoyer un courriel au bureau, puis on peut essayer de leur répondre. Mais sinon, il y a des très bons sites sur l'Internet. Il y a le site des urologues du Canada, Association des urologues du Canada, qui a une section très extensive qui explique beaucoup de sujets au niveau de cancer prostate. Puis les patients peuvent regarder là-dedans. Également, il y a l'association de Procure au Canada qui fournissent un service 7 jours sur 7 avec des professionnels de santé qui sont au courant de tout ce qui concerne le cancer prostate, dont diagnostic, pronostic, thérapeutique. Puis les autres sont là pour répondre à toutes les questions des patients. Il y a également quelques d'autres sites disponibles qui sont plus basés aux États-Unis, mais il y a le NIH.gov, qui est le National Institute of Health, qui est excellent, qui fournissent beaucoup d'informations avec des vidéos. Puis également un autre site qui est basé aux États-Unis qui s'appelle cancer.gov, qui donne une très bonne survol sur le cancer de prostate, puis essaie de répondre à toutes les questions des patients. Dr. Daniel Lowenstein, merci beaucoup d'avoir partagé ces informations éclairantes avec nous. Ceci conclut le balado d'aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui écoutent, merci de nous avoir accompagnés. J'espère que ce balado a répondu à certaines de vos questions et préoccupations. Merci à tous et à la prochaine. Encore une fois, Dr. Lowenstein, merci infiniment. Très apprécié. Alors ici Marie-Christine Beauchemin pour le cancer de la prostate sans tabou. Merci d'avoir écouté Cancer de la prostate sans tabou, un balado produit par Procure. Pour en savoir plus sur le cancer de la prostate et nos épisodes de balado-diffusion, rendez-vous sur procure.ca.